Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est Charles Haroche. Charles a exercé au barreau de Paris pendant 6 ans avant de quitter la profession et de dédier son activité à l'art oratoire, que ce soit par l'écriture de livres ou encore par l'enseignement, puisqu'il enseigne à Sciences Po, à son compte, et aussi dans le cadre de l'association Eloquentia, que certains d'entre vous connaissent certainement à travers le documentaire À voix haute. Charles m'a été recommandé par maître Anne-Sophie Lagans, qui est une multirécidiviste de la recommandation, et aussi par maître Benjamin Pichot. Ce sont 2 recommandations tout à fait indépendantes l'une de l'autre, mais en tout cas, ils se rejoignent pour parler de Charles et de son épanouissement dans sa reconversion, et je les en remercie. Avant de lancer l'épisode, je voudrais vous dire qu'il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire aux formations du mois de mars de Fleurs d'avocat, donc que ce soit bien dans ma robe, qui aura lieu au sein des locaux du cabinet Bold dans le 10e arrondissement, les mercredis du mois de mars à partir de 20h, et aussi pour la formation Confiance en moi, qui aura lieu, elle, au sein des locaux du cabinet Factory Avocat à Madeleine, les lundis du mois de mars. Cette fois, à l'heure où j'enregistre cette introduction, je viens de recevoir un message sur la conversation WhatsApp de la promotion de la formation Confiance en moi qui se déroule actuellement, d'une des participantes qui est collaboratrice dans un cabinet d'affaires. Et elle nous dit que même si ces derniers temps, elle allait plutôt bien, notamment peut-être lié ces derniers jours aux vacances de son boss, aujourd'hui c'est la panique et on lui pose des questions auxquelles elle se sent incapable de répondre et sa confiance en elle a complètement disparu. Et elle nous écrit pour nous dire qu'elle a pris le temps de relire le travail qu'on a fait ensemble ces dernières semaines et que ça va un peu mieux. Donc si cette formation peut vous aider à avoir un socle auquel vous vous référez les jours où vous n'avez plus confiance en vous et où vous ne savez pas à quel sein vous vouez et où vous vous sentez nul et vous vous demandez si c'est pas mieux de changer de métier, eh bien voilà, la formation Confiance en moi de Fleurs d'avocat peut être un outil à mettre dans votre besace. Et comme je suis bien consciente que eh bien, les inscriptions se termineront avant que les rétrocessions d'honoraires ne soient versées. Eh bien, j'ai prévu sur le site internet un paiement en 2 versements. Si jamais ça peut vous soulager au niveau de l'inscription, mais vous permettre quand même de faire une formation que vous avez envie de faire, eh bien, voilà. Ça me fait plaisir de vous donner cette facilité de paiement. C'est sans frais additionnels, c'est vraiment juste un paiement en 2 fois, tout simplement, sans petite ligne en bas du contrat. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Si, je vous redis, avant de vous quitter, c'est vous qui écoutez le podcast, qui l'écoutez régulièrement, qui l'aimez, qui y revenez, vous y apprenez des choses, ça vous inspire, ça vous donne le moral, ça vous fait du bien, ça vous donne des exemples, plein de choses positives. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez sur Apple Podcast et laissez-moi un avis et plein d'étoiles bien sûr, mais aussi un avis pour dire au monde à quel point vous aimez ce podcast. Ça compte énormément pour les algorithmes et donc pour ma faculté à faire connaître Fleurs d'avocat et le podcast et mon projet à travers tout ça. Je vous en serai très reconnaissante. Place à l'épisode maintenant. Bonne écoute. Bonjour Charles Haroche. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleurs d'avocat. Merci de m'avoir, merci de m'inviter. Charles, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenu avocat. Eh bien, je ne sais pas. Non, pour faire simple, je suis comme beaucoup d'étudiants, c'est-à-dire quand je suis arrivé au lycée, en terminale, devant le conseiller d'orientation, moi je voulais faire une fac d'histoire et pour faire du journalisme. Et le conseiller d'orientation a dit « Haroche, c'est pas pour vous, vous allez faire du droit ». Et en fait, c'est comme ça que je suis rentré en droit, complètement par hasard. Et j'ai adoré mes études de droit. Ça a été vraiment un moment assez merveilleux où on a manié plein de concepts, c'était très bien, on avait gagné une liberté. En plus, c'est très bête, mais on n'est plus au lycée, donc on est loin des parents, on a vraiment une liberté et ça c'est génial.
Et Est-ce que tu es parisien ou tu n'es pas? je suis parisien. Je parisien, suis 100% parisien, né à Paris. Enfin voilà. Donc loin des parents, mais quand même dans la même ville. Voilà, c'est ça. On gagne une autonomie, une certaine liberté. Et au bout de 5 ans d'études, il y a quand même la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'avais fait des stages en cabinet d'avocat et en juridiction, ce qui était assez génial parce qu'on voyait quand même toutes les facettes du métier. On voyait avocat du côté des praticiens, mais aussi du côté des juges, voir ce qui était bon, voir ce qui était pas bon. Et donc il y avait la grande question qui se posait, c'est qu'est-ce que j'allais faire? Et en fait, je me suis juste laissé convaincre de faire l'IUJ complètement par hasard Master 2. Par qui? Par des amis qui m'ont dit, de toute façon, faut le faire. On me dit, de toute façon, ça te servira à quelque chose. Donc j'ai dit, ok, je signe. J'ai bûché tout l'été dans ma prépa et c'était un été très sympa avec des potes et à rencontrer plein de monde. J'ai eu le CAPA et ensuite j'ai fait le FB et compagnie et je suis devenu avocat en fait par la force des choses, ce qui est très bien. Parce que ça c'est une grande théorie que j'ai sur la vie, c'est que la notion de vocation c'est quelque chose qui est très bien, mais qui est très surfait aussi. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. D'ailleurs, la majorité des invités du podcast sont devenus avocats par hasard. Par la force des choses, des opportunités, des choses qui leur ont plu. Il y en a quelques-uns pour qui c'était un truc un peu viscéral Alors, je vais dire qu'il y a un terreau favorable parce que j'ai un grand-père qui était avocat et donc j'ai grandi un peu dans cette culture où je savais que c'était possible. Et puis quand on grandit à Paris, il y a quand même pas mal d'avocats, donc c'est quand même quelque chose qui est pas considéré comme inconcevable de devenir d'atteindre cette profession. Mais en fait, ce qui est très marrant, c'est que en général, dans la vie, on se laisse porter par les choix et c'est très très rare. C'est très très bien quand on l'a, hein, mais c'est très très rare d'avoir vraiment la vocation de se dire je vais devenir avocat, ça va être merveilleux. Et donc tu te laisses porter par tes amis qui deviennent avocats aussi, je suppose en même temps que toi. Comment se passent tes stages dans le cadre de l'EFB? Très bien, plutôt des très bons stages. J'étais dans une structure qui faisait du contentieux et du droit des affaires en pénal. Et alors ce qui était très marrant, c'est que en fait moi j'ai fait Master 2 de droit international privé d'arbitrage, donc j'étais très à l'aise dans tout ce qui est droit des affaires, etc. et contentieux complexes. Mais à la fin de mon Master 2, je m'étais dit j'aimerais bien faire vraiment du contentieux de tous les jours, du pénal. Et j'arrive dans cette structure et en fait on est assez vite catalogué. Et on nous dit, toi t'as fait quoi? M2 DIP arbitrage. Je fais, ok, alors on lui donne tous les trucs de droit des sociétés, augmentation de capital, tous les trucs corporate. Et ça se passe bien parce que, alors évidemment c'est de la formation, donc on apprend des choses, mais dans l'ensemble, je me suis bien entendu avec toutes les équipes, mais c'était pas exactement ce que je voulais faire. Ouais. Et pour le coup, t'as pas dit, mais en fait, moi j'aimerais bien, si je suis venue chez vous, c'est aussi pour faire des dossiers plus classiques. Évidemment que je l'ai pas fait parce que on apprend à dire non, je pense, vers 25-26 ans dans les métiers juridiques. Si ce n'est plus. Oui, si ce n'est plus. Non, en vrai, plus sérieusement, évidemment, il y a toujours une différence entre ce qui se dit à l'entretien et ce qui se passe environ 15 minutes après le premier jour de stage. Mais il n'empêche que c'était quand même très formateur, on voit des gens très sympas, etc. Mais lors de ce stage final, il y avait quand même un contrat de base qui était, il n'y a pas de collab à la clé. Donc, on y va, et ça ne reste qu'un stage, dans le sens où, quand on arrive le 1er juin et que le stage se finit le 1er juillet, il y a une petite ambiance d'été qui commence à s'installer et qui est pas du tout celle de on est dans la vie professionnelle. Et c'est vrai qu'il y a une différence qui est vraiment extraordinaire entre le stage final, n'importe quel stage, même quand on travaille beaucoup, et faire un CDI, vraiment rentrer dans son premier contrat de collaboration. Ça, je pense que c'est le saut le plus important de la carrière et en fait, on n'arrive pas à le mesurer. On a beau être prévenu, ça surprend quand même. Ouais, mais ça, j'en parlais avec Stéphanie, dont je vais diffuser l'interview demain, et on se disait, mais c'est quand même fou parce que il y a un gap énorme entre effectivement le stage et ensuite le moment où on devient collaborateur, et c'est bien évidemment qu'il y a une montée en compétences à faire, mais c'est vrai que c'est étonnant qu'il n'y ait pas quelque chose de plus transitoire, quoi. Enfin, sans que ça relève d'un statut transitoire particulier, mais juste
ah ben non, ça y est, t'as fini l'UFB, et ben tiens, prends ton paquet de dossiers et débrouille-toi parce que ça y est, tes collaborateurs. Il y a quelque chose d'assez étonnant. Ce qui est assez rigolo, c'est que tous les avocats ont un avis à donner sur la formation, donc ça c'est assez marrant. Mais moi, quand j'étais étudiant et que j'avais appris que il n'y avait plus qu'un stage final de 6 mois à faire avant de devenir avocat, je me disais mais c'est génial, comme ça on est avocat super rapidement, c'est cool. Et en fait, une fois arrivé en première année, je me suis dit mais le stage de 2 ans, c'était pas une si mauvaise idée, c'était peut-être très très bien. Et au final, c'est vrai on aurait presque envie d'avoir quelque chose de transitoire. Les avocats n'ont pas le temps de former leurs futurs collaborateurs. Parfois, ils veulent pas spécialement. Donc ça aussi, j'ai quand même beaucoup de cas qui m'ont été racontés d'élèves avocats qui sont arrivés et quand ils sont prêtés serment, ils se sentaient absolument pas prêts. Et c'est vrai que tout le monde a un avis là-dessus. Mais en tout cas, c'est clair que la situation actuelle n'est pas non plus la meilleure, la plus satisfaisante. Et en tout cas, toi, t'as appris plein de choses et tout. Tu te sentais prêt à prêter serment ? Alors absolument pas. Je me sentais pas prêt, mais je ne savais pas à quel point j'étais pas prêt. Je pense que c'est un sentiment. C'est la seule ignorance. Non, c'est un sentiment que beaucoup de gens peuvent éprouver. C'est on sent qu'il y a un gap, mais on sait pas jusqu'où. Non, je sentais qu'il y avait une difficulté. Et en plus, pour tout dire, je suis arrivé, j'ai passé le CRFPA en 2010. Et quand j'ai terminé mon stage final, je m'en rendais pas suffisamment compte, mais on était vraiment au creux de la vague de la crise économique et elle impactait vraiment les avocats. Et c'est vrai que j'avais quand même un très bon Master 2, je sortais d'Assas, j'avais des super notes, et j'avais des amis qui, eux, avaient fait en plus Sciences Po, Oxford, et qui étaient comme moi, qui trouvaient pas de travail. Et c'est vrai qu'on avait étudié pendant 6-7 ans avec l'assurance que vous allez voir, vous allez sortir de là, les gens vont se jeter sur vous en disant venez chez nous, on va vous promettre des payes incroyables. Et en fait, on s'est retrouvé avec un très bon ami qui était surdiplômé pendant 6 mois à attendre. En fait, envoyer des CV et attendre que le téléphone sonne, quoi. Et comment t'as vécu cette attente du téléphone qui sonne ? C'était quand même un peu frustrant. Hein. Au bout d'un moment, on trouve le temps long. C'est-à-dire que, alors, on fait plein de choses. C'est-à-dire qu'on se forme. Toi, t'as fait quoi, par exemple ? J'ai écrit. C'est-à-dire que j'ai fait des travaux qui ont consisté à écrire des brèves juridiques sur l'actualité droit médical, des choses comme ça. J'ai attendu aussi beaucoup, alors j'en ai profité pour lire, j'en ai profité pour m'en mettre à niveau dans le cinéma, la culture, la littérature, bref, j'ai bullé. J'ai attendu en fait que... Bah non, mais c'est pas... Et même l'activité en soi qui consiste à envoyer des CV, elle est assez chronophage. Hein. Mais ça, on s'y attend pas du tout. Et un travail à plein temps. Oui, et puis parfois aussi on n'a pas de chance, c'est-à-dire que on dépose des CV, on fait un entretien, 2 entretiens, on fait des finales, on sait que il y a plus que 3 personnes et on vous appelle et vous vous dites ça y est, c'est bon, je vais y arriver et en fait on nous dit on a pris quelqu'un d'autre et ou alors ce qui est parfois pire, c'est de devoir rappeler les gens. Et oui, un tel est en rendez-vous, un tel est pas là, un tel aujourd'hui est absent parce que nombre de types absents du métier d'avocat, ça m'est arrivé d'utiliser cette excuse, hein, mais c'est assez incroyable. Donc il y a tout ce truc de frustration c'est la première rupture entre le récit qu'on nous a fait la profession d'avocat et la réalité. Aujourd'hui, la crise est derrière nous, en tout cas, et c'est vrai que je suis assez content de voir que c'est plus facile pour les avocats de trouver du travail, mais c'était quand même assez frustrant. Et ces écrits, ces articles, tu as dit en droit médical, c'est ça ? Oui. En fait, c'était des petits boulots, c'était pour avoir des petites sources de revenus. Donc, tu avais trouvé auprès d'un éditeur ? Oui, alors c'est plus simple que ça. Hein. Mes parents font de la presse médicale. J'avais l'occasion de travailler pour eux de manière intermittente, non, mais c'est chouette. Oui. Et ça t'intéressait le droit médical ? Ah oui, non, c'est une matière qui est très intéressante parce que c'est des matières qui sont, qui sont au croisement de la responsabilité civile, des libertés publiques, de disciplines annexes comme la responsabilité des produits défectueux. Donc c'est très intéressant, c'est très humain. C'était pas ma discipline de base, celle pour laquelle j'ai étudié, mais c'est quand même très intéressant. Et comment finalement tu as trouvé ta première collaboration ? Comme souvent, c'est les réseaux. C'est-à-dire qu'on a beau attendre sur Village de la Justice que des offres tombent,
En réalité, le meilleur moyen de trouver un travail, c'est d'avoir un réseau, de le cultiver, de se faire des amis. C'est aussi le fait avoir un réseau, ça n'empêche pas d'avoir des relations authentiques et amicales. Et en fait, c'est par une très très bonne amie qui était dans mon Master 2 à Assage, qui s'appelle Juliana Colorado, qui cherchait quelqu'un en arbitrage dans son cabinet, qui était un petit cabinet, mais qui travaillait sur des gros dossiers, et qui m'a dit il y a une place, et j'ai postulé. Et ce qui est marrant, c'est comme souvent dans la vie, ça correspondait à une semaine où j'avais une autre offre. C'est-à-dire que j'ai attendu pendant 6 mois, et tout d'un coup, il y a deux offres qui se cumulent. Et comment t'as choisi entre les deux offres ? Alors, étonnamment, ce n'est pas par des considérations financières. En fait, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a un cas où on s'intéresse à moi et on me demande qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous voulez faire, voilà ce qu'on peut vous offrir. Et il y a l'autre cas où, si vous voulez, ça fait partie de ces entretiens où il y avait une quart de finale, demi-finale, finale, où j'ai passé 3 entretiens, où le 3e entretien était censé être la finalisation du contrat de collab, et au final on se retrouve devant des tas d'associés, on vous fait faire un cas pratique en direct. Tout un tas de trucs qui ne traduisaient pas une certaine honnêteté dans les relations du travail, et un autre où il y avait une part qui était laissée à qui vous êtes, etc. Donc ça, c'était vraiment très appréciable, et donc ça s'est fait sur ce genre de considération. Ouais. Et donc tu rejoins ce cabinet ? Je rejoins ce cabinet, non sans avoir reçu un mail incendiaire de l'autre cabinet en disant vous n'avez pas choisi, bon courage, et en claquant la porte. Donc je rejoins un cabinet. L'élégance et la délicatesse. Bah ça, quand la deuxième rencontre, enfin la deuxième impression qu'on a, c'est les gens qui vous traitent mal après vous avoir déjà maltraité, c'est toujours assez marrant. Et en tout cas, cette première collaboration qui débute. Oui, ce qui débute. Et en fait, là où on se rend compte du choc, alors il y a déjà des bons moments quand même, faut le dire. La prestation de serment, c'est un moment très sympa, on se sent un peu grandir. Il y a les premiers dossiers, et il y a les premières fois où les travaux sont bien rendus, on est très content. Et il y a les premiers moments de difficulté, c'est les moments où on se dit je suis peut-être pas suffisamment formé, parce que c'est vrai que les premiers, par exemple, consultations qu'on donne, etc., on a encore des trucs, des réflexes trop étudiants. Et en fait, c'est assez triste à dire, mais on n'est pas très bien formé par l'université. Je parle pas de l'EFB et compagnie, mais c'est très bête. Mais on passe peut-être 6-7 semaines à parler que de la cause, en droit des obligations, quelque chose que en 6 ans d'exercice, je n'ai plus jamais revu, tout simplement. On n'a jamais vu un cabis, on n'a pas vu à quoi ressemblent des PV d'AG. Et quand on se retrouve confronté à des choix qui sont pas seulement juridiques mais aussi économiques, c'est est-ce qu'on conseille de faire une augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, des BSPCE, quel mécanisme de rémunération des dirigeants sociaux on met en place. En fait, on peut répondre juridiquement assez facilement, ça vous pouvez faire, ça vous pouvez le faire, mais c'est pas ce qui intéresse le client. Et ça, c'est des choses qu'on apprend, et c'est une gymnastique totalement différente de celle de l'étudiant. Et c'est horrible à dire, mais on doit l'apprendre sur le tas avec une épée de Damoclès, et on se rend compte que en fait, c'est pas un stage qui se terminera de toute façon dans 6 mois, il peut tout arriver. On peut te dire tu es augmenté le lendemain ou tu es viré le lendemain. Donc, alors Dieu merci, je n'ai pas été viré, mais c'est quelque chose, en fait, c'est une épée de Damoclès qui, les premiers mois, n'est pas tout à fait rassurante. Donc j'ai de la chance parce que j'avais des patrons qui étaient très exigeants, ce qui est une chance. Qui pouvait parfois, bien sûr, dire quand ça allait pas, mais qui n'était pas colérique ou tyrannique. Donc ça, c'était très bien. Mais le pire patron qu'on peut avoir, c'est quand même nous-mêmes. Et en fait, ce qui est à la fois une chance, mais c'est aussi un piège, c'est le degré d'exigence qu'on peut avoir pour nous-mêmes quand on travaille. Et ça, c'est pas forcément facile, parce que à la fin, quand on se réveille au milieu de la nuit et qu'on n'arrive pas à se rendormir parce qu'on a une angoisse sur un dossier, c'est pas de la faute des patrons, c'est de notre faute. Donc ça, c'est assez difficile à intégrer. Et comment tu le gérais, toi, ça ? Pas forcément très bien. Quand c'est les premiers mois, c'est très difficile. Il a fallu que je fasse vraiment une révolution interne au bout peut-être de 4-5 mois. C'est-à-dire, je pense qu'un jour, j'ai dû faire
j'ai dû faire un truc dans un dossier, mais vraiment une erreur, mais pas du type intellectuel ou juridique, c'est juste, par exemple, un truc ça devait être quelque chose du style, j'ai envoyé un mail à la mauvaise personne, enfin, le truc qui est angoissant et on se dit, ça y est, ma vie est foutue et je retrouverai plus jamais un travail. Et en fait, on analyse, on se dit, les choses sont pas si graves que ça, et à partir de maintenant, on prend plus de temps pour se poser les bonnes questions, pas se précipiter comme à mort de faim quand on te donne un travail, c'est prendre du temps, prendre un papier, écrire les idées, réfléchir à qu'est-ce qu'on attend de nous, qu'est-ce que le client veut, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, et présenter les options de manière beaucoup plus simple. Parfois, notre esprit est quand même embrouillé par des considérations idiotes, et je reparle de la cause dans le droit des obligations, mais c'est vrai que mes toutes premières consultations, ça m'est arrivé de parler de doctrine, et ça, j'ai déjà vu mes patrons me dire, mais ça, on s'en fiche complètement, c'est-à-dire que notre client, savoir ce que le professeur machin ou X ou Y pense de telle théorie, je m'en fous un peu. Il veut juste des solutions, et si possible, la solution qui lui permettra d'obtenir le plus d'argent, ou payer le moins d'impôts. Donc c'est très bête, mais ça, et aussi étonnant que ça puisse paraître. Si le montage est suggéré par la doctrine, oui, pourquoi pas, mais il veut pas savoir quel professeur, quoi. À la limite, ça, c'est utilise juste comme argument d'autorité, la doctrine dit que, c'est tout. Mais en fait, ça, c'est très marrant parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai peut-être mis 2-3 mois avant d'avoir ce déblocage de peut-être que les acteurs économiques veulent des solutions économiques et pas forcément juridiques. Donc ça, c'est assez marrant. C'est bizarrement peut-être que même en droit des affaires, en tout cas quand on le fait au stade, pas Master 2, mais au stade première, deuxième, troisième année, même le droit des affaires est enseigné sous un angle assez théorique. Et ça, c'est assez étonnant. Ouais, enfin, j'ai pas un parcours d'affairiste du tout, mais les quelques cours que j'ai eus de droit des affaires, droit des sociétés, tout ça, c'était extrêmement théorique. Et moi, je discute avec un avocat qui est passionné de droit des sociétés, qui adore et tout, mais vraiment. Et je commence à comprendre ce qu'il aime là-dedans, que c'est la vie d'une société, et que du coup, il arrive quand il m'en parle, il arrive à me donner vie un peu au truc. Je me souviens que c'est vrai qu'à la fac, je me dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de la forme de la société? Mais vraiment être si important. Bref, et donc toi, tu faisais beaucoup ça, tu faisais beaucoup de droit des affaires, sachant que t'avais eu cet attrait plutôt vers contentieux, arbitrage. Est-ce que c'était un décalage voulu? Est-ce que tu t'es un peu laissé porter par la pratique qui s'est imposée à toi? Alors, c'est un peu ça, parce que pour le coup, j'avais eu la chance d'avoir un très bon maître de stage quand j'ai fait mes premiers stages en cabinet d'avocat vers 19-20 ans et qui m'a dit, de toute façon, il faut pas croire que parce que tu fais tel Master 2, tu vas aller dans tel cabinet et faire que ça. Il dit, c'est pas toi qui te spécialise, c'est les clients qui te spécialisent. Et donc si le marché dit tu vas faire demain du droit, du droit du cheval, et tu feras du droit du cheval. C'est comme ça. Et c'est tant mieux. En fait, et je pense qu'il y a une erreur qui est assez fondamentale, ça se discute. Il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi, mais il y a une erreur qui est assez fondamentale qui est faite par beaucoup d'étudiants puis avocats, c'est de se dire je veux faire que du droit, du travail, des relations collectives ou des relations individuelles. Et en fait de se limiter, entre guillemets, des parts de marché. C'est très bien d'être spécialisé, mais le plus important, en fait, je pense, c'est d'avoir la tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine dans une discipline. Mais après, il faut être flexible, c'est-à-dire que du coup, quand on me dit tu vas devoir faire tel domaine du droit des sociétés, on passe la soirée à imprimer le LexisNexis, à étudier, à regarder, à réfléchir, et donc ça, c'est assez difficile, et c'est une discipline un peu bizarre. Après, moi je suis d'accord sur le fait qu'il faut peut-être se laisser choisir par les clients aussi, et d'autant plus si en fait on aime ce que les clients nous demandent. Et en revanche, juste la fatalité de se dire c'est un peu la pratique qui me tombe dessus, donc je m'y fais parce que c'est comme ça. Je trouve ça un peu triste. Une personne qui aurait vraiment un intérêt particulier, hyper personnel pour les relations sociales depuis tel côté de la barre, tant mieux si elle fait ce qu'il... en tout cas, si elle met en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour arriver à faire ça qui a vraiment du sens pour elle, quoi. Alors, je mets quand même un avertissement à ce que je viens de dire, c'est qui vient aussi du fait que, par la suite, j'ai fait de la responsabilité civile des avocats.
et c'est ne jamais intervenir dans un dossier où on ne connaît vraiment rien. Et ça c'est vrai, c'est quand même, en fait, c'est une chose de dire que au final, ce sont les clients qui nous spécialisent et qui nous dirigent vers des secteurs. Il y a ce qui est sûr, c'est que les étudiants qui rentrent aujourd'hui en première année de droit, il y a des disciplines juridiques qui n'existent pas encore. Il y a des droits il y a des droits qui, si vous voulez, quand j'étais au lycée, le droit des réseaux sociaux, le droit numérique, on en était au balbutiement. Et donc, il y a des choses qui vont apparaître, et donc il y a des marchés qui vont s'ouvrir. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que si on est spécialiste de droit pénal, faut pas s'amuser à faire du droit administratif, sauf à avoir suivi des bonnes formations et disciplinées. Oui. Mais en fait, ou à se faire accompagner d'un confrère compétent. Ouais. Et ensuite, effectivement, alors c'est vrai que là aussi, je peux nuancer, il faut aussi ne pas tout accepter, il faut aussi faire quelque chose qui soit un peu en accord avec ce qu'on est profondément. Mais il faut pas non plus se laisser enfermer par sa formation. Ça, j'en suis persuadé. Non, enfermé par sa formation, je suis d'accord. Et donc plutôt droit des affaires. Au début, oui. Et au bout de 2 ans dans ce cabinet, déjà il y a un truc, c'est que tous les avocats peuvent faire, c'est regarder leurs photos juste avant la prestation de serment et après 1 an d'exercice et 2 ans d'exercice. Et en vrai, il y a quand même un truc qui se passe. Alors moi, c'est vrai que dans ce cabinet, j'avais beaucoup travaillé le soir parce que ce qui était très très bien, ce qui était assez marrant, c'est que on était un petit cabinet qui traitait de gros dossiers et on n'avait pas forcément les moyens des paralegals et compagnie, une armée de stagiaires pour faire les classeurs. Donc ça m'est déjà arrivé avec ma co-bureau qui est une très bonne pote, de passer une soirée avec juste 1 ou 2 stagiaires à faire des classeurs et à aller ensuite prendre le train pour aller déposer au tribunal arbitral les 8 ou 9 classeurs à Amsterdam ou que sais-je. Et ce qui est assez marrant, c'est que du coup, on n'avait pas forcément... Enfin, c'était épuisant. Donc, on se retrouve à prendre le train, par exemple, à 6h pour Amsterdam. On se retrouve à 9h à Amsterdam. Bon, fin de la journée, j'ai déposé mon dossier. Je vais prendre un café, je rentre chez moi, je prends le truc en sens inverse. Donc, c'est très rigolo de faire ça. Mais c'est épuisant. Et en vrai, on va faire... Alors, ça ressemblait à quoi la photo de Charles Laroche 1 an après J'avais quand même pas mal de cernes et ouais, c'est un peu... Enfin, on a l'impression de prendre genre 5 ans en 1 an, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai envie quand même de voir l'autre côté de la vie d'avocat qui est le contentieux. Et ça, c'est vraiment une chance que j'ai eue. Alors, c'est très marrant parce que ma femme travaillait dans un cabinet en marché de l'art, en responsabilité civile et en responsabilité des avocats. Et tout d'un coup, on lui a dit est-ce que tu connais quelqu'un qui cherche un travail? Il m'a dit pourquoi pas Charles. Et ça s'est passé. Le risque d'aller travailler avec son épouse. Non, il y a aucun risque. Ça, on en parlera si tu veux, mais c'est plutôt très bien. Mais bon, ça et en fait. On m'a proposé ça et j'ai passé un entretien qui a été très sympa, très cordial et au bout ça s'est quasiment fait sur un coin de table. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est pour trouver sa première collab, on met 6 mois, c'est une angoisse terrible, on envoie des CV partout. Et une fois qu'on a réussi à montrer un peu ce dont on était capable en étant 1 an et demi, 2 ans dans le même cabinet, sans se faire virer, ce qui est quand même une marque. En fait, alors je dis ça, c'est assez horrible à dire, mais c'est une marque de considération. De considération. Et tout d'un coup, on nous dit il y a une opportunité et ça se fait en une demi-heure et ça c'est assez incroyable. La distance entre les deux est assez dingue. Donc ça et voilà comment je suis allé dans mon 2e cabinet. Et 2e cabinet. Discipline complètement différente où genre, après 2 jours de cabinet je suis envoyé en province à Coutances dans un tribunal et donc je découvre une vie complètement différente. On passe de arbitrage à on découvre son postulant, on fait ses premières vraies plaidoiries et donc c'est très marrant. C'est vraiment un métier qui change du tout au tout à 180 degrés, mais il y a une vie de palais, c'est pas désagréable, donc on arrive en province, on dit bonjour maître, parce qu'il y a plus de considération qu'à Paris, faut être honnête, et donc c'est assez marrant. Et ça t'a plu? Oui, non, c'était assez... Du coup, de retourner vers pour le coup, le métier d'avocat à la robe, quoi. Ce qui correspond un peu plus à l'imagerie populaire, et c'est pas rien, quand même. Donc, c'est vrai que
s'il y a bien une chose qu'on voit dans beaucoup de domaines de la vie d'avocat, c'est la distance qu'il y a entre l'image de la profession dans le grand public et la réalité, à beaucoup de niveaux. Que ça soit au niveau de la pratique, au niveau de volume de travail, au niveau même des rémunérations, et de la vie de palais. C'est-à-dire que beaucoup d'avocats passent la plupart de leur temps en réunion, au téléphone, derrière un ordinateur, mais ne franchissent pas la barre la porte d'un palais de justice. Et c'est très bien. Je dis ça vraiment sans aucun jugement de valeur. C'est voilà. Une partie de l'exercice. Exactement. Une manière d'exercer. Exactement. Et donc en tout cas, toi, t'étais content de te tester à l'autre manière d'exercer. J'étais vraiment très content de découvrir autre chose. Ça, c'était, c'est vrai que le fait de parler des cernes ne veut pas dire que je suis allé en contentieux pour dormir un peu plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Mais c'était de connaître une autre stimulation. C'est-à-dire que c'est autre chose de faire un contrat, de réfléchir à tout ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut rajouter. Avoir un contentieux où la démarche est un peu différente. C'est-à-dire que en fait, dans un cas, dans le conseil, c'est on joue aux dames. C'est-à-dire qu'on a un damier, il faut enlever chaque petite pièce pour remporter, enfin pour gagner. Tandis que dans le contentieux, c'est un peu plus feignant, c'est un peu comme un jeu d'échecs, c'est-à-dire que il suffit d'avoir le bon truc de procédure, on peut faire en 2 coups et gagner. Ou alors on a une prescription, ou alors on réussit à trouver un arrêt qui illumine le dossier. Et surtout, on réussit à éplucher dans les faits un petit point de détail qui permet de gagner. Parce que ça aussi, c'est aussi l'autre truc qu'on n'apprend pas dans les études et qu'on apprend dans la profession d'avocat. La chose la plus importante, en réalité, dans un dossier, c'est pas du tout le droit, c'est les faits. Mais ça, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai dû attendre d'être vraiment avocat pour qu'un avocat me le dise. Ça, c'est pas normal qu'on me l'ait pas dit dès la 2e, 3e, 4e année. Enfin, ça, je suis assez sévère sur la formation universitaire, en tout cas. Ouais, non, mais il y a pas de mal, je comprends. C'est vrai que on part quand même d'une situation dans le réel, quoi. Enfin, à moins de faire de la doctrine et d'être dans la réflexion juridique éthérée, mais et du coup, et puis surtout, comment ça se passe de travailler dans le même cabinet que son épouse? Alors, le pire, c'est que je travaille dans le même bureau. Dans le même bureau? Oui. Et en réalité, normalement, ça ne devrait pas poser de problème de travailler avec sa femme. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que très souvent, quand on raconte ça, même de manière assez naturelle, c'est tout le monde nous dit mais comment tu fais pour travailler avec ta femme? Et inversement, on dit à ma femme comment tu fais pour travailler avec ton mari? Et souvent, alors il y a une réponse un peu dure, c'est on dit mais si tu considères que tu ne supportes tellement pas ta copine que tu peux pas passer 24 heures avec elle, c'est qu'il y a un problème. Bon, j'exagère un peu parce que parfois il y a des moments quand tous les deux ou l'un ou l'autre est dans un rush. C'est quand même assez compliqué, mais finalement c'est quelque chose qui pose pas de problème. Et en vrai, c'est quelque chose d'assez précieux parce que quand on a une question, c'est quand même bien de pouvoir la poser à l'autre sans avoir le sentiment de déranger. Et ça, c'est vraiment très utile quand on a une question sur un délai et aussi de se dire que, ok, j'ai peut-être posé déjà 45 fois cette question de le délai d'appel ou le délai pour faire les conclusions, c'est de tel, et juste de l'entendre confirmer une nouvelle fois, c'est rassurant. Et en vrai, ça aide. C'est vrai que déjà, faut jamais avoir peur de poser une question quand on est avocat. Ça aussi, au début, il y a le réflexe étudiant, c'est de se dire si j'ai pas la bonne réponse tout de suite, il y a un truc qui va pas. Et en vrai, et si je pose une question, c'est que je suis un idiot. En vrai, c'est bien de poser des questions et d'avoir juste sa femme à côté, de pouvoir lui poser une question et avoir une réponse sans être jugé, etc. C'est plutôt bien. Et tu développais de la clientèle personnelle? Oui, j'en ai développé. Enfin, j'ai pas un volume d'affaires considérable, mais c'est quand même assez précieux de pouvoir avoir ses propres dossiers. On voit quand même la différence entre un dossier du cabinet, qu'on traite quand même avec professionnalisme, etc. Mais à partir du moment où on sait que c'est sa responsabilité, nonobstant les assurances, etc., tout change. Vraiment, la relation avec le dossier change, et on a envie de bien faire, on a envie d'avoir une bonne relation avec le client, donc on a, avec toujours la difficulté d'apprendre à dire non. Ça, c'est quand même la grande question du métier d'avocat. Mais ça a été quand même assez intéressant, assez bien. Et alors, apprendre à dire non? Apprendre à dire non, c'est... Quand est-ce que tu as appris à dire non? Est-ce que tu as appris à dire non? Je sais pas, je sais vraiment pas moi-même. C'est assez...
c'est assez difficile alors déjà, d'une manière générale, c'est assez difficile de dire ah, ça c'est tel jour, c'est le 15 juin 2015 à 9h30, j'ai appris à dire non, ça n'existe pas. Mais en fait, on apprend petit à petit le pouvoir de dire non. C'est en fait, de temps en temps, ce qui est assez drôle, c'est quand on met un stop à quelqu'un, on se fait respecter. Et ça, c'est quand même plutôt bien. C'est parfois que ça soit dans les clients perso, dans les relations avec les avocats aussi. On apprend petit à petit, quand on voit en fait les autres ne pas se laisser faire, qu'est-ce que ça peut apporter. Et on le voit par deux types d'expériences différentes. C'est les amis qui ont prêté serment et qui, au bout de 6 mois, parce qu'ils n'arrivaient pas à dire non, ont explosé en plein vol. Et ça, c'est assez triste. Et on se dit, s'ils avaient su dire non face à un patron, un homme ou une femme d'ailleurs, qui leur balance des dossiers à la gueule, qui l'insulte en disant t'es vraiment un déchet ou j'arrive pas à croire que t'as réussi à avoir le CRFPA. On se dit parfois si ces personnes avaient réussi à dire non, ça aurait pu tout changer. Et ensuite pour soi-même, je pense que je l'ai pas fait suffisamment dans mon métier, ça j'en suis vraiment persuadé. Mais de temps en temps, déjà on s'en grandit, c'est-à-dire que même parfois on se dit j'ai peut-être fait une connerie à dire non. Mais j'en ai marre. Est-ce que t'as vraiment, par exemple, des fois, un souvenir d'avoir dit non et puis ensuite t'as eu un gros retour de bâton ou eu la sensation que c'était en fait pas du tout une bonne idée de dire non? Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Alors, c'est arrivé avec des clients de dire ça, on n'y arrivera pas. Ça, c'est pas possible. Ce qui est différent de dire non. Mais, oui, mais ça c'est différent. C'est juste les ramener à la réalité du fait que leur alors, non, là, je suis pas d'accord parce que ramener les gens à la réalité, c'est très très dur. Non, mais c'est très dur, mais enfin, je me souviens d'un client qui m'avait demandé si on pouvait pas faire une fausse assignation d'un assureur ou d'un médecin au tribunal de justice. Et j'avais dit, bah non, en fait, c'est pas possible de faire une fausse assignation. Je suis désolée de vous ramener à la réalité de certaines choses, mais en fait, oui. C'est possible, mais vous allez aller devant un autre tribunal. Oui, oui, non, mais voilà. C'est vraiment pour votre litige, ça ne vaut pas la peine, quoi. Et donc, bah oui, c'est dramatique, c'est dur de ramener les gens à la réalité parce qu'ils partent dans des espèces de fantasmes par rapport à ce qui est possible de faire dans une procédure. Mais bon, en réalité, comme conseil, on est là pour essayer de faire de notre mieux pour faire en sorte que le droit les accompagne et soit une solution pour eux, mais on peut pas non plus sortir d'une baguette magique. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est pas exactement enfin, c'est pas un retour de non, bâton. C'est pas exactement la même chose. C'est juste un client frustré, quoi. Enfin, donc ce qui importe, un client frustré, c'est pas cool, mais. Non, moi j'ai pas eu le sentiment, enfin, d'un jour avoir dit non et de quitter la pièce en disant là j'ai vraiment fait une erreur. Mais peut-être que ça aurait été pas plus mal parfois de dire ça, c'est-à-dire que quand on demande des trucs assez difficiles du style vous avez un enterrement mais vous revenez après, je fais bah non, je reviens pas après parce qu'après il y a une veillée, déjà c'est émotionnellement pas facile et puis ça sert à rien parce que de toute façon et c'est vrai que parfois on fait ça et au final on se retrouve je suis de retour au cabinet après cet enterrement qui s'est très très bien passé et ça c'est vrai qu'il y a des trucs on comprend pas pourquoi on fait ça. Non, dire non, c'est un pouvoir libérateur. Il faut savoir l'utiliser avec parcimonie, mais je pense pas avoir réussi à le faire non plus suffisamment de manière suffisante dans ce métier. En fait, je pense que la seule fois où j'ai vraiment dit non, c'est quand je suis parti. Ça, c'est quand je démissionne. Donc du coup, c'est de manière en général, quand je démissionne, ça se passe toujours très bien. Du coup, dans mes 2 collaborations, ça s'est passé très naturellement, très sympathiquement, et tout le monde a été hyper compréhensif. Mais en fait, si vous voulez, c'est une manière polie de dire non. Oui, mais enfin, non, mais c'est déjà très bien comme manière polie de dire non, la liberté de pouvoir quitter un navire et de dire non à ce navire, mais c'est vrai qu'il y a aussi les petits noms du quotidien, quoi. Mais bon, c'est qui du coup peuvent avoir un impact potentiellement sur le gros nom de quitter le navire, en fait. C'est ça. Et combien de temps es-tu resté dans ce deuxième cabinet? Deuxième cabinet, je suis resté 3 ans et demi au total. Et en fait, ce qui était vraiment très bien dans ce dossier, c'est qu'on avait une vraie autonomie. C'est-à-dire qu'on nous donnait des dossiers à l'appel, on les traitait bien, on les plaidait. Et ça aussi, c'est assez marrant de pouvoir avoir ce vrai suivi. On les plaidait même en appel, donc j'ai eu le temps quand même d'avoir des dossiers en première instance qui sont terminés en appel, donc ça c'est toujours très sympa à suivre. Et au bout de
peut-être 2 ans et demi, 3 ans, une fois avoir vu la vie contentieuse et avoir fait certaines cours d'appel 2, 3, 4 fois, on a le sentiment quand même d'avoir fait le tour de cet aspect-là de la profession d'avocat. Et au bout d'un moment, on se dit, est-ce qu'on n'a pas envie de faire autre chose parce qu'il y a aussi quelque chose, je pense que beaucoup de personnes ont vécu ou vont vivre, c'est ce moment où à 30 ans, il y a des questions qui se posent sur l'avenir professionnel, sur qu'est-ce qu'on veut faire, et des questions qu'on se posait pas forcément avant, parce qu'on se laisse souvent porter par les choses jusqu'à l'entrée dans la vie professionnelle. Et une fois qu'on est dans la vie professionnelle et qu'on y est depuis 5-6 ans, on se dit qu'est-ce qui va se passer pour la suite. En tout cas, toi, tu as eu ce marqueur-là, qui a été un peu celui que j'ai eu aussi, moi je l'ai eu à 28 ans, du coup toi c'était... plutôt vers 30, ouais, c'est ça. Mais tu as commencé à exercer hyper jeune, non ? Oui, alors j'ai fait... moi j'ai fait vraiment des études classiques dans le sens où j'ai fait tout dans la même fac à Paris 2, donc de première année à Master 2, mais j'ai pas fait d'années en Angleterre ou etc. Et du coup, oui, j'ai prêté serment à 24 ans et demi, quelque chose comme ça. Et oui, plutôt jeune. Donc du coup, voilà, j'avais 6 ans d'exercice. Et je m'étais dit, ce qui est bien quand même dans ce métier, enfin, si ce métier sert à quelque chose, le métier d'avocat, c'est ouvrir des portes. Non, mais en vrai, mais si vraiment on se posait des questions sur l'utilité de ce métier. En vrai, à quoi sert ce métier ? Enfin, ce métier, ça sert à donner une parole à ceux qui n'en ont pas, à mettre les mots juridiques sur des réalités de la vie quotidienne. Mais pour nous, en tant qu'avocats, si ce métier doit servir à quelque chose, c'est à toujours laisser des portes ouvertes. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est triste dans ce que j'ai vu dans le métier d'avocat, c'est que pour beaucoup de personnes, ça devient rapidement un exercice extrêmement solitaire et on s'enferme. En fait, j'ai vu beaucoup de personnes passer leur vie derrière un bureau et où s'ils agissent pas pour eux-mêmes, en fait, les 10, 15, 20, 30 prochaines années vont être à peu près les mêmes, avec peut-être un espoir d'avoir une rémunération un peu plus haute, pas nécessairement faramineuse, mais plus haute. Et c'est tout. Et en fait, ce métier, ce qui est bien, c'est que ça permet d'ouvrir des portes. C'est-à-dire qu'on rencontre des personnes, on va dans des conférences, on rencontre d'autres avocats, on essaye de participer à des missions. Si ça aussi, c'est important. Il y a de la vie associative. Et ça, ce qui est bien dans la vie d'avocat, c'est d'avoir une petite solidarité avec les rares avocats bienveillants qui existent. Mais non, il y en a plein. On les voit dans Fleur d'avocat. Oui, c'est ça. Mais typiquement, c'est pour en connaître certains. Oui, je vois très bien ce que ça peut donner. Et venez aux rencontres de Fleur d'avocat. Oui, on y trouve plein d'avocats bienveillants. Mais c'est tisser les bonnes relations avec les bonnes personnes et ça ouvre des portes. Et ça, c'est très bien. Mais c'est pas se laisser enfermer dans un exercice solitaire. Et dans un exercice tout court, j'ai envie de dire, parce que moi, je sais que quand j'ai quitté la profession, il y a plein et je disais, mais je vais pas ni être avocate ni être juriste. J'ai vraiment des confrères qui me disaient, mais moi, je sais rien faire d'autre qu'être avocat. C'est tout l'objet de ces épisodes de reconversion professionnelle, c'est de dire, vous n'êtes pas enfermé dans votre robe et dans votre exercice, quoi. S'il y a bien un truc très étrange qu'on peut dire sur le fait de quitter la profession d'avocat, c'est quand on dit aux gens, je me suis fait omettre, la première réaction dans, je dirais, 80% des cas, c'est bravo ou félicitations. Ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire qu'en général, je suis désolé, quand on dit d'une profession, c'est génial que tu sois parti de la part de quelqu'un qui reste, c'est comme si on avait trouvé une place dans un canot de sauvetage. C'est pas tout à fait normal. Donc vraiment, c'est assez marrant. Donc en tout cas, toi, tu as eu ce moment un peu de remise en question. Ok, maintenant, qu'est-ce que je veux faire vraiment, moi, de ma vie ? Enfin, à un moment qui est intervenu, à un moment où finalement, t'avais vu cette vie de palais, t'avais eu assez d'autonomie et de liberté dans tes dossiers pour avoir la sensation d'avoir vraiment exercé la profession. Et donc, tu te poses ces questions. T'as quand même dit, il faut en profiter pour s'ouvrir des portes, etc. Donc, ce que je comprends en creux, c'est que tu as été... très impliqué, toi, dans la vie, en tout cas, tu t'es impliqué dans la vie associative, t'as fait en sorte de rencontrer des gens et d'être ouvert. Oui, tout à fait. En fait, en parallèle du métier d'avocat, je suis investi en fait dans des associations sur la prise de parole éloquence, enfin surtout à Eloquentia, en fait, pour pas la citer. Et c'est quelque chose qui a été assez précieux parce que moi j'ai grandi non seulement à Paris, mais double peine dans le 16e arrondissement. Donc c'est-à-dire que j'ai grandi dans le 16e et étudié à Assas, et en réalité je m'étais rendu compte que avec cette route, ça aurait pas été impossible que
de ne jamais connaître le périphérique en fait. C'est-à-dire que Eloquentia, pour aller à sauf pour aller à Bobigny, bien sûr. Mais en fait, pour entrer un peu dans le détail, j'ai un très bon ami de fac qui, après un parcours professionnel assez brillant et un parcours étudiant assez brillant, a décidé de créer une association qui avait pour but de faire un concours d'éloquence en Seine-Saint-Denis. Et il m'a demandé à la création de l'association, est-ce que ça te dit de faire partie des personnes qui vont former les étudiants à l'art oratoire? Et moi, ça m'allait très bien parce que j'avais fait des concours d'éloquence. C'est là où j'ai rencontré ma femme d'ailleurs. Et du coup, Isabelle et moi, on est venus pour juger et pour former les étudiants. Et du coup, Eloquentia a vachement grandi. On a participé à la construction de l'association, aux formations. Il y a eu un documentaire, c'est devenu un film. Ça nous a permis de rencontrer plein de monde. Et ça nous a permis aussi d'avoir aussi une mission dans la parole qui est assez intéressante. Qui est plutôt géniale. C'est d'apprendre aux personnes à parler et à mettre les mots justes sur ce qu'ils peuvent ressentir. Et quand ils veulent défendre une idée, de la défendre la plus efficacement possible. Et apprendre la rhétorique, vraiment l'enseignement, c'est vraiment une rencontre qui était inespérée, mais c'était vraiment passionnant. C'est enseigner la prise de parole, c'est probablement la chose la plus stimulante, et surtout en rencontrant des personnes complètement à l'opposé de ce que je suis. C'est-à-dire que moi, du coup, j'ai grandi dans le 16e, je rencontre des gens qui ont grandi à la Courneuve, et ça me permet de toucher, en fait, d'en apprendre beaucoup plus sur moi-même, et ça, c'est quelque chose de absolument génial. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer plein de personnes par ricochet, parce que forcément, les associations intéressent le barreau de Paris, donc on rencontre des avocats, on participe à d'autres concours. Moi, j'ai eu la chance aussi de faire quelque chose qui a été génial avec Jennifer Alter, qui est venue ici il y a quelques mois. J'ai participé à un concours de défense des droits de l'homme pour des avocats qui étaient des avocats prisonniers en Turquie. Et ce qui était assez génial, c'est que comme j'avais remporté le concours, on est allé en Turquie avec Jennifer Alter comme observateur étranger. Elle avait beaucoup travaillé sur le dossier, c'est-à-dire elle a participé à l'écriture de mémoires, etc. Et moi, c'est très simple. Mon travail a consisté à ne rien faire, c'est-à-dire attendre, assister aux audiences en turc, donc autant dire que mon niveau de compréhension était proche de zéro. J'ai fait mon dessinateur judiciaire parce que je m'amusais à croquer le procureur, l'avocat, etc. Je n'ai servi strictement à rien, mais jamais je m'étais senti autant avocat que ce jour-là. C'est-à-dire parce que je voyais des avocats défendre d'autres avocats. Ils ont obtenu la libération des clients. Enfin, j'ai failli dire alors que j'ai rien fait, mais ils ont obtenu la libération des clients. Et j'ai fait un truc auquel j'ai jamais assisté, enfin j'ai jamais fait dans ma vie, c'est quand les clients ont été libérés, les deux avocats, on a pris la voiture et on est allé devant une prison turque et on a assisté alors c'était des Kurdes en l'espèce. Et du coup, on était avec 100 militants kurdes à assister à une libération de prison. Enfin, c'était comme dans les films, quoi. Et jamais je m'étais senti autant avocat que ce jour-là. Et en fait, bizarrement, c'est pas tellement, du coup, la conclusion, c'est qu'à travers Eloquentia, à travers d'autres associations de prise de parole et à travers ce type d'expérience comme concours d'éloquence et voyage en Turquie, finalement, je me suis jamais senti autant avocat qu'en dehors des tribunaux ou d'un ordinateur à faire des mails ou à faire des PV d'AG. Et donc ça a été c'est quelque chose dont tu as pris conscience au moment de ton choix de quitter la robe? Oui, alors ce qui est assez marrant, c'est que du coup c'est une décision commune. C'est-à-dire qu'avec ma femme, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Donc vous étiez tous les deux en pleine réflexion personnelle. Oui, c'est ça. Non, on s'est dit, c'est-à-dire que déjà ça aurait été injuste et complètement, ça aurait été complètement injuste que l'un dise je quitte la robe pour découvrir ma vie, mon moi profond, mais toi continue à ramener de l'argent au foyer. Et sauf si l'autre son moi profond c'est de rester avocat. Bien sûr. Mais ce qui est la décision, mais c'est la décision la plus économiquement absurde, c'est on s'est dit on va quitter la robe. Et en tout cas, on démissionne. Bon, en tout cas, vous aviez tous les deux donc ces questionnements par rapport à la robe et l'envie de faire ce métier profondément. Oui, c'est ça. Alors, ça devait être sympa à la maison le soir. non, pas forcément, parce que du coup, c'est très bien quand il n'y a pas de disparité. Mais en fait, pour parler de la décision de éventuellement partir.
En fait, ce qui est intéressant, c'est la question qu'on pose toujours en entretien, c'est où est-ce que vous voyez dans 5 ans? En vrai, elle est pas idiote. Et il faut que les gens se la posent assez souvent. Et c'est de se dire, finalement, moi, si je continue dans ce cabinet ou dans un autre cabinet, finalement, je pense, avec une quasi-certitude, que je vais avoir la même vie, peut-être avec une meilleure rémunération, mais ça sera la même chose. Ça sera toujours les mêmes types de dossiers, ou les mêmes dossiers, ou des dossiers différents, mais avec les mêmes structures juridiques. Et la vie suivra le même cours jusqu'à au moment où je demanderai à la CNBF mes droits à la retraite, même si elle n'existera plus dans 20 ans, quoi. Donc en fait, c'est à un moment donné où il y a cette question qui se pose. Après, il y a l'autre question qui est plus difficile, c'est qu'est-ce que je veux faire? Et ça, c'est une question à laquelle je n'ai toujours pas la réponse, et c'est tant mieux, qui est une question de quel est l'accomplissement qu'on peut avoir. Et en fait, ce qui est très rassurant dans le métier d'avocat, et moi j'aime pas forcément le terme de conversion ou de reconversion, parce que ça conforterait l'idée presque que quitter la robe, c'est un aller sans retour. En fait, non, peut-être que dans 2-3 ans, peut-être que dans 3 semaines, je me dirai, hop, je veux refaire avocat, j'aurai une opportunité, et je le ferai. Mais en vrai, l'idée, c'est, ce qui est bien avec avocat, c'est comme on s'ouvre des portes, comme on rencontre des gens, c'est de pouvoir un peu tout faire. Et ça, c'est assez génial. Et il y a aussi l'autre dimension, et ça, je termine là-dessus, c'est aussi se dire, il y a aussi un moment assez qui est plus dans la vie personnelle où on arrive à 29, 30, 31 ans et on se dit c'est peut-être la dernière étape pour faire des choses qu'on a envie d'accomplir, de voyager, de découvrir un peu le monde avant d'autres étapes qui sont la maternité, avoir des enfants, etc. Bon, après, franchement, je vois mes parents qui sont à la retraite depuis pas longtemps et clairement, il y a encore plein de... Oui, je découvre à travers eux la liberté qu'on peut avoir à 65 ans. Bref, mais la retraite est encore très lointaine. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, après, je suis d'accord avec toi sur cette histoire de reconversion. C'est pas un aller sans retour et bon, cela dit, conversion... même dans un système monétaire, on peut convertir 10 euros et ensuite reconvertir les 10 dollars. Mais en général, on perd une commission. On perd une petite commission, ouais. Mais on a gagné l'usage d'une nouvelle monnaie dans un autre pays. Donc, donc quand même, c'est pas qu'une perte. Non. Et l'autre chose, c'est, oui, effectivement, c'est pas si simple de se poser la question où est-ce que je me vois dans 5 ans. Et c'est une des premières questions que je pose à mes clients dans la formation Bien dans ma robe. C'est en fait, qu'est-ce que vous avez envie pour dans 5 ans? Et c'est qu'en général, ils arrivent à l'atelier et ils se disent, j'ai complètement bloqué. C'est dur d'écrire sur le papier. En fait, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je me veux? Qu'est-ce que je veux pour moi dans 5 ans dans ma vie professionnelle et comment je me projette? C'est dingue. C'est très drôle parce qu'en plus, elle est déjà bloquante quand on est en entretien. Parce que dans l'entretien d'embauche, quand on pose cette question, en réalité, c'est le moment où on apprécie dans toute sa splendeur l'inauthenticité des relations humaines et plus particulièrement dans un entretien d'embauche. C'est qu'en vrai... Je pense que je l'ai fait, hein, et j'ai envie de me frapper en me revoyant le faire, c'est de me dire être dans un cabinet comme chez vous. Enfin non, c'est en vrai, c'est pas le rêve, c'était pas le but. Quand on remplit les fiches en CP sur qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez plus grand, on met astronaute, on met pas à être travailler dans le cabinet XY et associé derrière un ordinateur avec Windows Vista, c'est pas vrai. Donc non, mais encore une fois, je pense qu'il y a des invités du podcast qui auraient pu dire moi dans 5 ans je voudrais travailler sur tel type de dossier, je voudrais avoir tel type de client, je voudrais avoir tel type de chiffre d'affaires. Ce qui est différent pour moi, c'est-à-dire que je pense que typiquement dans un entretien on peut dire moi ce que je veux dans 5 ans c'est avoir une vie de palais, participer à la vie du barreau, participer à la vie associative et avoir un épanouissement, voilà. Je sais pas si ça marcherait en entretien, mais c'est quelque chose qui est déjà plus honnête. Mais c'est pas forcément de dire, moi, mon rêve, ça a toujours été de bosser dans un cabinet dont je ne soupçonnais pas l'existence il y a 6 mois. Oui. Ça, c'est quand même un peu plus difficile. Non, mais après, c'est vrai que cette question est vraiment, pose problème en elle-même, quoi. En tout cas, dans ce cadre dans ce cadre de relation, parce qu'on sait que la réponse va être tournée vers, sauf, non, mais ça se trouve, il y a des candidats très audacieux qui arrivent à répondre sans que ce soit orienté pour ce cabinet et du coup des cabinets en face qui peuvent faire un vrai choix. Mais c'est vrai que ça demande du courage et bon. Mais le mieux c'est pas de se la poser en vue d'un entretien, c'est de se la poser pour sa vie, et dans sa vie et c'est très c'est une question qui est assez décisive et à laquelle
En fait, il faut pas être angoissé à l'idée de ne pas avoir la réponse exacte à cette question. C'est très bien. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est le principe de la vie. On sait pas ce qui va se passer. Donc, ce qui est très angoissant, c'est que je pense qu'en plus, comme on a une formation juridique, on est averti au risque. Oui, on a une aversion au risque, on supporte pas l'idée de pas savoir ce qui se passe. Et c'est comme si on enfermait nos propres vies dans des délais. Mais en vrai, c'est un peu plus, faut être un peu plus aventuré, quoi. J'ai un auditeur qui m'a posé une question sur un réseau social la semaine dernière qui m'a dit quelles sont les questions à se poser à chaque étape de sa carrière. Et là, il a mis 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et c'est exactement, faut pas enfermer sa vie dans des délais. C'est vrai que ça aurait pu être un code de procédure. Et je lui ai dit, alors, en fait, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut réfléchir. En revanche, mais non, mais c'est vrai qu'on est câblé comme ça. Et en tout cas, toi, pour cette question, quand tu, je sais pas, il y a un moment où tu te l'es posé et tu t'es rendu compte que dans 5 ans, tu te voyais pas faire la même chose. Oui, c'est ça. Et donc là, ok. Alors après, pour la suite, il y a 2 manières de raconter les choses. C'est soit je fais un storytelling en disant je me suis lancé dans l'aventure et j'avais plein de projets, plein de têtes. En vrai, la réalité, c'est quand on a démissionné donc en même temps. Le même jour. Oui, quasiment le même jour. Non, alors, vous n'avez pas trop versé dans le drama alors. Non, parce que on a démissionné. C'est pitoyable. Mais en fait, on a démissionné à distance pour des questions de délai de préavis. C'est-à-dire que j'avais 4 mois, elle avait 5 mois, donc du coup, il fallait qu'on harmonise. Mais si tu veux. C'est bien des avocats, ça. Oui, c'est ça. Non, parce qu'on voulait partir en même temps. C'est-à-dire qu'on n'allait pas dire bon, tu restes 3 semaines de plus, machin. Mais en vrai, quand nous sommes partis, on n'avait pas du tout de projet professionnel derrière. On avait fait beaucoup d'économies, pas nécessairement que en prévision de ce moment, mais aussi pour nous-mêmes, d'une manière générale, parce qu'on est des adultes responsables. Et en fait, on s'est dit, on va voyager, on va faire un tour du monde, on ne sait pas comment, mais on va voir plein de trucs. Et vraiment, 2 semaines après avoir posé ma démission, et au moment où on se dit, est-ce qu'on n'a pas fait une grosse connerie, on m'a proposé un contrat d'édition. Genre quelque chose qui est inespéré. En fait, mon éditrice des éditions First m'a vu à Eloquentia et s'est dit, est-ce que ça vous dirait d'écrire pour nous, faire un manuel de prise de parole, de rhétorique dans les éditions pour les nuls. Tu l'avais informé de ta démission? Absolument pas. Non, vraiment. Alors donc j'aimerais faire du storytelling, mais non, la réalité, c'est complètement par hasard. C'est complètement par hasard. Et c'est très bien, donc j'étais très content, donc je lui ai dit, je suis allé la voir, elle m'a dit, voilà, un contrat d'édition, vous avez telle somme, vous faites tel livre, et je me suis dit, c'est génial. Je dis vraiment, c'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé, ni même 3 semaines, 6 mois, 1 an avant, mais quand on m'a donné cette opportunité, j'ai dit, c'est génial, je fonce. Et donc, j'ai écrit ce livre, donc ça a été juste après, le premier jour après la démission, non, j'ai peut-être pris 15 jours de repos. Et après, je me suis mis à écrire, donc j'avais, dans un délai très court... du coup, premier jour après la démission ou après après avoir quitté, oui, ouais. Après la fin du donc en fait, la proposition, l'opportunité d'écrire Alors, chronologie. Je démissionne, je dis, je m'en vais vers avril, le préavis, on a fixé ensemble la fin de la collab au 31 juillet, un 30 juillet, un truc comme ça, et je démissionne début avril, et vers le 15 avril, on me dit, ça vous dit de faire un livre ? Et donc voilà, c'est comme ça comment ça se passe chronologiquement. Ensuite, ça se goupille. Exactement. La collaboration se termine, 2 semaines de repos et... je commence à écrire. Et en fait, j'avais des délais assez courts, il fallait que je rende un manuscrit pour genre le 1er novembre. Donc du 15 août au 1er novembre, j'ai 700 000 signes, donc ça fait 400 pages environ. Et on me dit, voilà, il faut écrire un manuel de prise de parole avec tous les trucs de la rhétorique, Aristote, Cicéron, Quintilien, Schopenhauer et compagnie, et on en fait un livre condensé. Donc c'est la plus grosse note de synthèse de ma vie, et qui a repris en fait tout ce que j'ai appris en enseignant, aussi en pratiquant, etc., et en étudiant les grands auteurs, les grands avocats aussi. Et c'était vraiment génial. Déjà en plus, ça permet de vivre. Enfin, c'est très ouais, ça a été, mine de rien, une source de revenus inespérée, sur laquelle vous comptiez pas. Et au final, que ça soit pour moi comme pour ma femme, une porte en ouvre d'autres. C'est-à-dire qu'on nous dit, ça s'est très bien passé. Alors déjà, ils ont été... Alors, ce qui est très rigolo pour ceux qui veulent aller dans le monde de l'édition,
j'ai rendu mon manuscrit en avance. Et on m'a dit, on voit quasiment jamais ça. Et en fait, c'est là où le métier d'avocat peut vous servir à quelque chose, c'est quand on apprend la rigueur, bah, ça va vous servir dans toute la vie. Parce que vous vous rendez pas compte à quel point les gens font n'importe quoi. Déjà, vous allez vous en rendre compte avec vos clients, parce que quand ils viennent, c'est qu'ils ont fait grosso modo n'importe quoi. Mais quand on parle avec plusieurs maisons d'édition, ils nous disent tous la même chose. Vous vous rendez pas compte, notre métier consiste à fliquer les gens. Et quand on leur dit, vous avez un contrat d'édition, vous devez écrire un livre pour tant, il y a des gens qui, 2 jours avant, font j'ai pas commencé. Et donc ça, c'est incroyable de voir ça. Donc, à ma petite échelle, j'ai eu la même expérience quand j'ai déposé un dossier pour faire un master à Sciences Po. En fait, j'ai rencontré le directeur du programme 5 jours avant qu'il fasse passer les entretiens, quelque chose comme ça. Et je pensais que j'étais pas éligible au programme. Et puis en fait, il m'a dit si on fait des dérogations par rapport au nombre d'années d'exercice parce que c'était un master exécutif. Et il me dit par contre, donc c'est un mercredi, il faut que tu nous envoies ton dossier avant lundi pour qu'on puisse examiner ton dossier avant de te convoquer en entretien, éventuellement le mercredi, donc 2 jours plus tard. Et donc moi, du coup, il y avait 5 jours, je monte un dossier, je vais chercher les lettres de recommandation, j'écris mes motivations, enfin bon, bref, je monte un dossier, quoi. On travaille, quoi. Et puis, je l'envoie effectivement le lundi. Alors, il manquait une des 2 lettres de recommandation que du coup, j'avais pas réussi à obtenir à temps, mais il m'a dit non, mais on comprend que pour les personnes qui vont vous recommander, c'est un délai, un concours, donc on va se baser sur la seule lettre de recommandation que vous nous avez envoyée, ça ira, hein. Et quand ils m'ont reçu en entretien, ils m'ont dit votre dossier est vachement mieux ficelé en 4 jours par rapport à des dossiers qu'on a de personnes qui ont mis des mois à le monter. Et moi j'étais là, ok. Et en fait, pareil, il y a eu cette remarque et je discutais il y a quelques semaines avec une des recruteuse pour l'incubateur de start-up The Family. Et on discutait et elle me dit bon, de toute façon je te souhaite beaucoup de réussite dans ton projet, mais je m'inquiète pas parce qu'en général les avocats travaillent bien, ils savent bien travailler, et donc quand ils commencent à faire autre chose même en dehors, nous ce qu'on voit c'est qu'ils réussissent parce qu'ils ont cette rigueur et ils ont quand même la capacité d'être dans l'action et bien, quoi. Et donc je te rejoins tout à fait dans moi, ça m'avait surpris et en fait je me suis rendu compte de la compétence que c'était en soi, en fait, intrinsèquement, d'avoir ce rapport à ces choses-là de la vie, quoi. Non, mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait que le métier d'avocat, il faut que ça ouvre faut que ça ouvre des portes. Et parce qu'on a une compétence, en vrai. Et la compétence, c'est du coup celle qu'on n'a pas appris dans les livres, c'est celle qu'on a appris par la pratique, d'être rigoureux parce que sinon notre responsabilité est engagée, d'être réactif parce que sinon on perd un client. Et en fait, ça, c'est très précieux dans la vie de tous les jours. Et donc, faut utiliser ça comme un atout, il faut jamais le perdre. Et du coup, voilà, j'ai rendu ce livre, donc tout le monde était content, il sort, c'est génial, et on m'a dit, est-ce que ça te dirait d'en faire d'autres? Donc j'ai des nouvelles commandes, donc j'écris de nouveaux livres. Donc toujours sur la prise de parole? Sur la prise de parole, sur des thèmes un peu différents, alors prise de parole, sur argumentation. Alors typiquement là, j'ai sorti Brille à l'oral pour les nuls, donc livre grand public, donc très bien, c'est génial. Un plus petit format, qui est un peu plus démocratique, qui coûte 3 €, parce que, en fait, c'est très bête. Mais j'ai beaucoup d'étudiants, et ça, c'est assez triste, qui me disent, voilà, votre livre, je l'achèterai quand le Crous va me verser la bourse. Je fais, ouais, c'est un peu dur. Donc, j'ai proposé un petit format à 3 € pour que tout le monde puisse avoir un tout petit bouquin à regarder dans le métro, pour convaincre en 5 minutes par jour. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus et là c'est un peu plus rigolo, il y en a un que j'écris du coup avec ma femme, là on a rendu les épreuves donc on est très content, qui sera sur la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi, un petit manuel de mauvaise foi. Alors et d'anti-mauvaise foi ou pas? Oui. Comment faire avec les gens qui ont de mauvaise foi? C'est ça. Alors ça s'appelle très précisément, c'est le petit manuel de mauvaise foi, comment avoir raison même quand on a tort. Donc c'est à travers 20 grandes leçons dans la vie de tous les jours en pratique, c'est comment faire pour faire semblant de s'excuser quand on n'a pas envie de s'excuser, comment faire, comment passer, comment insulter quelqu'un sans avec élégance, comment faire croire à quelqu'un qu'on est d'accord avec lui. Et ça, c'est tout un tas de leçons qu'on a vues. Mais c'est vraiment des leçons pour tous les collaborateurs de. Oui, alors tous les avocats collaborateurs. Je dis pas que mon expérience personnelle m'a pas aidé à un moment ou à un autre, ou plutôt de ce que j'ai vu. Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est un domaine en plus qui est bien, c'est qu'on a plus de facilité à trouver des exemples sur la mauvaise foi dans la culture, la science, la littérature et la politique
que des exemples de bonne foi. C'est plus difficile. C'est plus difficile de voir un extrait vidéo et de se dire avec certitude, là je crois qu'il est exactement sincère. Et dans la sincérité pure, on peut pas faire autrement. Ça c'est beaucoup plus dur que de trouver des exemples de mauvaise foi. Alors là, c'est incroyable. Et donc voilà, c'est une nouvelle vie d'écriture et qui elle-même ouvre d'autres portes parce qu'on a des gens qui viennent nous voir en disant est-ce que vous pouvez faire des formations, est-ce que vous pouvez, on a besoin d'un conseil sur tel discours ou pour une plume, et ça ouvre des portes et c'est à ça que ça doit servir en fait. Donc en fait, vous avez, là je dis vous parce que vous avez tous les deux embrassé cette nouvelle carrière, on fait tout ensemble. En binôme, ouais. Et pour faire simple, on fait tout ensemble. Vous avez même pas vraiment eu à vous poser la question de ok maintenant qu'est-ce que je fais. En fait ça s'est présenté un peu par les faits quoi à la fin des choses et il s'est trouvé qu'en plus ça a été des propositions qui vous ont carrément qui emballé, correspondaient à ce qu'on pouvait et ce qu'on voulait faire. Donc ça c'est assez inespéré. Mais c'est quand même c'est quand même très chouette. Mais là en fait où quand il faut garder des portes ouvertes dans la profession d'avocat, c'est je pense qu'il y a aussi déjà l'autocensure, beaucoup chez les avocats et c'est la phrase que tu as dit tout à l'heure qui est très cruelle, c'est je sais rien faire d'autre. C'est pas vrai. Quand on est avocat, on sait faire des tas de trucs, on s'en rend pas compte. Il y a même, je veux dire, je pense que les avocats sont parfois d'excellents secrétaires, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à répondre au téléphone, c'est génial. Enfin, non mais je ne dis pas qu'il faut se reconvertir là-dedans. Mais il y a des tas de compétences et les gens ne se rendent pas compte. Ils sont hyper compétents dans tout un tas de domaines, d'écriture, d'oralité, de prise de décision rapide, de conseils même en communication. Et quand les opportunités s'ouvrent à eux, il faut pas qu'ils s'autocensurent en disant il faut que je reste dans mon métier. Ça, je pense, il faut vraiment que les avocats se disent ça. Parce que ça aussi, c'est sur ce qu'on se disait en début de notre discussion sur la vocation. Il faut pas aussi que les gens s'enferment dans la vocation parce que souvent, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attitudes chez les avocats qui consistent à tenter de justifier leur propre choix après coup. Enfin, Ça, c'est chez l'être humain en général, mais... Oui, alors... mais peut-être que les avocats, ayant ces facultés argumentatives exacerbées, ont encore plus envie d'argumenter en faveur des choix qu'ils ont fait pour surtout pas se dire que peut-être que ça fait un petit moment qu'ils se sont écartés des choix qu'ils auraient vraiment voulu faire. Non, c'est vrai. Pour se donner raison, mais c'est vrai que... Là, encore plus chez les avocats, parce que... en tout cas, j'ai plus d'exemples chez les avocats, parce que c'est le milieu que je connais, mais c'est un exemple typique, parce que, en fait, la rhétorique, c'est pas seulement étudier l'impact des mots sur un discours et comment on fait pour convaincre quelqu'un. C'est aussi réfléchir à l'inverse, comment nous-mêmes, on fait nos propres choix. Et souvent, mais ça, il y a des tas d'études qui le prouvent, on fait de la post-rationalisation. On fait un choix et ensuite on essaie de l'expliquer et on choisit l'explication qu'on juge la plus convaincante ou la plus émouvante. Et souvent j'ai vu ça dans mon parcours de vie. C'est-à-dire que première étape, je vois les gens qui ratent le CRFPA et qui un an après me disent c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie parce que j'ai un poste de juriste, je suis super épanoui. Bon, ils changent de poste tous les 6 mois, mais super épanoui, c'est merveilleux. Deuxième chose, les gens qui sont avocats et qui ont du mal, qui jonglent avec les dossiers, etc. pour tenter de joindre le bout, c'est j'ai toujours eu la vocation, c'est la meilleure chose qui soit arrivée dans la vie. Et ensuite, enfin, c'est les gens qui quittent la robe et qui disent c'est la meilleure décision que j'ai eue de ma vie. Et en fait, ils essaient toujours d'expliquer, de rationaliser un choix qui est parfois plus impulsif qu'autre chose. Ouais, non mais c'est tout à fait ça. Ce qui marche chez les avocats et dans la vie de manière générale. Et dans la vie de manière générale. Ouais, c'est plein de fois, on me pose la question par rapport à Fleur d'Avocat, je dis non mais en fait, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point dans ces 6 derniers mois d'exercice où j'avais décidé de quitter la robe et où, l'idée du podcast a émergé, j'étais quand même dans un brouillard monumental, quoi. Si on essaye de lisser les choses et de dire, voilà, il y a eu tel truc à telle date, oui, du coup, ça construit un discours rationnel, cohérent, avec une cause et une conséquence, qui amène une autre conséquence. Mais il y a beaucoup de brouillard quand même. Non, mais le brouillard, ça fait peur, mais c'est vrai que c'est une période de la vie stimulante. Et du coup, si on fait de l'analyse rétrospective à chaque fois, c'est ce qu'on voit dans tous les discours de chefs d'entreprise qui racontent quand j'ai monté ma boîte dans mon garage, je savais pas ce que ça allait donner. Après, ils expliquent toujours que c'était la meilleure période de leur vie. Donc il y a toujours, il faut pas en avoir peur parce que ça peut donner quand même quelque chose de très bien.
Et encore une fois, ce qui est bien avec la profession d'avocat, c'est que c'est pas un aller sans retour et on peut toujours se dire que quel que soit le choix qu'on fait, on peut toujours revenir en arrière, pas forcément retour en arrière, mais on peut revenir là dans la profession d'avocat et c'est très bien. En tout cas, toi, ça te rassurait de savoir que tu avais cette option-là qui était toujours ouverte si jamais t'en avais besoin. Oui, évidemment. Et enfin, du coup, quelle a été la sensation au moment du départ ? C'est pas forcément facile, c'est plus difficile qu'on ne le pense. Parce que, bon an, mal an, comment dire, on a quand même mis beaucoup d'implications à devenir avocat. Ça a été 7 années d'un long processus, beaucoup d'études, beaucoup d'investissements. Nos parents mettent de l'investissement, nous, on est quelque chose dans le regard des gens. Et avocat, même si à Paris, ce n'est pas la profession, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, en réalité, on a un statut. Et je pense, là où c'est pas loin de l'acte manqué, mais j'ai quand même mis quelques temps avant d'envoyer mon recommandé à l'ordre en disant allez, c'est bon, ça y est maintenant, enlevez-moi de votre tableau, je me fais omettre. Ça a mis quand même du temps. Je me suis dit, allez, pendant quelques temps, les mois de domiciliation, pouvait encore être domicilié. Je suis resté avocat, j'ai pas voulu tout de suite faire les papiers. Puis ensuite, il y a un moment où on se dit, oui, quand même, l'URSSAF va vous prendre de l'argent, donc il faudra peut-être se décider. Je fais, bon, d'accord, ok, là je pars. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très difficile parce que ça correspond quand même à une partie de ma vie. C'est-à-dire que je vais pas m'amuser à faire ce que font beaucoup de gens qui ont quitté la profession, de dire c'était horrible, c'était nul. C'est pas vrai. J'ai vu des choses inacceptables chez les autres. J'ai vu des gens qui se sont fait marcher sur les pieds, qui ont été victimes d'harcèlement sexuel, d'harcèlement moral. Ces choses-là existent, il faut le dire. Moi, j'en ai pas été victime. Mais pour moi, l'exercice a été vraiment n'a pas été une mauvaise expérience. Et je pense que j'ai plutôt réussi, j'ai plutôt été un avocat qui était, je dirais pas le meilleur avocat du monde, mais j'étais pas un mauvais avocat. J'étais plutôt un pas mauvais avocat. Et du coup, quitter cette profession, c'était quand même quelque chose. Enfin, je pense que ça a été la même chose pour toi, Ouais. Ah non, mais moi, quand j'ai démissionné, j'étais en pleurs. Mon dernier jour, j'étais en pleurs. Symboliquement, c'était dur pour toutes ces raisons. L'investissement, la projection que j'avais de moi et de mon futur initialement, et le fait de revenir là-dessus, la sécurité du statut, oui. Évidemment en tout cas en ce qui me concerne, le regard des parents. Et d'ailleurs, en parlant des proches, les réactions autour de toi, quelles ont été les réactions autour de toi ? Mis à part ton épouse qui du coup était dans le même bateau. En vrai, ça a duré 2 semaines parce que les premières semaines, c'était il est dépressif. Et quand ensuite j'ai eu une commande, quand on a eu des commandes, ça a été bon, ça va. C'est en fait mais voilà, alors j'ai un frère psychiatre et la première réaction de mes parents c'était appelle ton frère. Il dit je crache jamais sur une prescription, mais non c'était quelque chose qui était mûrement réfléchi. Et ce qui est d'autant plus drôle parce que mes parents eux ont eu ce même parcours de vie entre guillemets, dans le sens où ils sont médecins mais ont fait des aventures d'entrepreneurs par ailleurs. Donc c'est quelque chose qui n'était pas inconcevable, mais c'est toujours difficile de l'imaginer pour ses enfants. Et sinon, chez les amis, c'est pareil, c'est-à-dire que les amis non-avocats, les goy non-avocats disaient il est fou, et chez les avocats, c'était bravo. Et en fait, ça, c'est toujours ce qu'on dit, c'est quand on quitte la profession d'avocat. Pour toi, ça a été ça n'a pas été facile, donc en gros ça a été. Et je pense que beaucoup de gens ont dit c'est génial de quitter la profession d'avocat. Quoi. Ah mais moi c'était, les personnes étaient fascinées et hyper contentes pour moi, tout en se disant non mais moi j'en suis incapable et puis je saurais rien faire d'autre et puis voilà. Mais c'est vrai que il y avait, en fait, ça dépendait. Je pense qu'il y avait des personnes qui avaient un peu pitié de moi. Peut-être aussi parce qu'elles me voyaient assez misérable, parce que j'étais dans le doute et l'incertitude et la peur. Ça, c'est la phrase, c'est courageux. Franchement, on l'a pas eu beaucoup, on l'a eu quelques fois, mais ne le faites pas. Ça rend pas service. C'est comme voir une pièce de théâtre en disant, moi j'ai bien aimé, ça c'est horrible. C'est essayer d'innover dans les commentaires. Donc j'ai senti de la pitié de la part de certains et puis de la part d'autres une sorte d'envie, un peu envie, fascination une euphorie pour la possibilité de le faire, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu sortie de condition, je sais pas, il y a un truc un peu mais je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que
on peut se poser un certain nombre de questions sur le climat et la culture qui fait que quand une personne choisit de la quitter, c'est presque un acte héroïque dont on se réjouit pour elle, quoi. Parce que bon, c'est quand même et en plus une profession libérale par excellence, on pourrait imaginer qu'elle soit non, par excellence, je dirais pas ça, mais ça c'est... En tout cas, qu'on pourrait imaginer qu'elle soit attachée à plus de valeurs autour quand même de liberté personnelle et de liberté d'entreprendre et enfin voilà. Mais c'est vrai que bref, voilà, les deux réactions de mon côté comme du tien, quoi. Oui, c'est marrant du coup de dire que c'est une profession libérale par excellence, parce que pour moi, c'est comme en cours d'histoire quand on étudie les démocraties populaires en Europe de l'Est. C'est quand on précise que c'est une démocratie, c'est que c'est pas une démocratie. Quand on dit c'est libéral par excellence, je fais ouais, quand même, la collaboration, c'est contraignant. On travaille pour ses clients, on travaille pour, ses clients et donc son patron qui est le premier client, cabinet pour lequel on travaille. Et donc, en fait, la liberté, c'est tellement de responsabilité que c'est stimulant, c'est génial. Alors, attention, je dis le caractère libéral du métier d'avocat, c'est quelque chose de très, très précieux. Mais il faut pas croire que la liberté c'est l'anarchie en mode Notre-Dame-des-Landes. Ah non, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais en tout cas dans libéral et puis surtout libéral donc entrepreneur donc oui, liberté d'entreprendre. Oui, c'est comme ça, pas dans le sens libéral liberté, parce que encore une fois comme tout statut il a ses servitudes. Enfin je veux dire c'est pas et aucun entrepreneur dirait que entreprendre. Enfin c'est à la fois une liberté énorme et à la fois des contraintes énormes. Enfin, mais c'est dans ce sens-là que je dis. Oui, après, il y a d'autres critiques de dire libéral par excellence, qui est à quel point est-ce qu'on est vraiment libéral quand on est collaborateur libéral. Mais c'est encore tout un autre pan de questionnement, mais ça nous emmène sur plus la réelle application du caractère libéral de cette profession. Mais bon. Et toi, comment est-ce que tu vivais le fait qu'autour de toi il y ait ces inquiétudes? C'est quand même quelque chose de compréhensible. Mais en vrai, c'est évidemment compréhensible. T'avais de l'empathie pour ces personnes qui étaient inquiètes pour toi. Bah oui, mais parce qu'en fait, c'est ça. Il faut une démarche d'empathie. Il faut se mettre quand même à la place de la personne à qui on parle. Si on présente les faits objectivement, on se dit oui, il y a quelque chose qui va pas. Parce que en fait, être dans une situation qu'on n'estime pas satisfaisante, c'est une chose. Mais quand cette situation pas satisfaisante donne un salaire à la fin du mois ou une rétrocession, on se dit reste-y quand même. Tu vois, c'est en tout cas le temps d'avoir quelque chose de plus construit. Mais ça correspondait à vraiment un besoin de se dire, il y a un certain nombre de voyages qu'on voulait faire et qu'on n'aurait pas pu faire autrement, parce que, par exemple, dans le contentieux, et même dans le conseil, on a souvent ce même type de problème, de devoir se soumettre aux vacances judiciaires pour partir en vacances, c'est pas quelque chose de satisfaisant pleinement. Tout simplement parce que il y a une partie du globe où les vacances judiciaires correspondent aux mauvaises saisons. Voilà, typiquement, je dis un truc très bête. Oui, aller au Kenya en juillet, par exemple, aller en Afrique de l'Est en juillet, c'est pourri. C'est parce que c'est la saison des pluies. Et donc, si on a envie de voir un jour dans sa vie le Kilimandjaro, qui est quand même un aboutissement dans une vie, il faut y aller hors saison. Donc ça, c'est des trucs très bêtes et méchants, mais voilà. C'est si vous allez en Thaïlande en août, vous allez avoir de la pluie. Mais au moins, vous serez parti pendant les vacances judiciaires. Mais vous avez 15 jours de pluie. Donc voilà, c'est des trucs bêtes et méchants, mais si c'est en fait, oui, voilà, faut savoir ce qu'on veut. Ouais. Voilà, faut savoir ce qu'on veut. Et donc maintenant, globalement, ton activité, c'est ça, c'est de l'édition. Enfin, tu es écrivain et tu publies sur des sujets principalement autour de la prise de parole, l'argumentation, l'acte de convaincre. Sur la culture générale. Culture générale aussi. Et toujours avec cette part d'enseignement, c'est-à-dire que je continue à enseigner à Eloquentia, je vais enseigner à Sciences Po à partir de cette année, à Sciences Po Paris, et dans d'autres facs. Et c'est une activité qui est très stimulante parce que l'enseignement, ça permet aussi beaucoup. On apprend beaucoup en fait sur les techniques qui permettent vraiment de transmettre. Et vraiment, la transmission, c'est vraiment l'un des plus beaux mots qu'on ait dans notre langue. Et c'est l'une des idées les plus fortes. Un avocat transmet quelque chose en réalité. Ça aussi, on s'en rend pas suffisamment compte. Déjà, on a une responsabilité de par même du statut d'avoir une bonne image, de représenter quelque chose et de transmettre ensuite quelque chose aux avocats qui vont nous succéder, etc.
Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de génial. Donc transmettre, écrire, et aussi parler, conseiller, ça aussi, c'est des choses qui se construisent sur le fil du temps, mais qui sont très intéressantes et dont je pense il y a 5 ans, s'il y a 5 ans on m'avait dit que ça allait être ma vie en 2020, je n'y aurais pas cru une seconde. Mais ça t'aurait plu ? Oui, je pense qu'en 2015 j'aurais signé. Hein. Mais je pense que s'il y a 10 ans, on t'avait dit que tu allais signer pour faire des podcasts. Bon, il y a 10 ans, on savait pas ce que c'était qu'un podcast, tu vas me dire. Mais s'il y a 10 ans, on disait, bah voilà, tu vas aider les gens à développer des contenus, à faire des formations, etc. Je pense que tu aurais dit, finalement, c'est bien, c'est génial. Je Avec sais des pas. limites. Non, mais je sais pas. Honnêtement, il y a 10 ans, non, je t'aurais dit, bah non, moi je serais avocate. Enfin, tu vois, ça faisait aucun doute. Et je me... Non, moi pour le coup, ouais. je me serais pas dit, non mais en fait ça c'est juste pas mon projet, oui. Quoi. Mais bon, enfin en fait. Non, mais ça dépend des. Je me suis habituée, enfin je me suis faite mentalement à cette flexibilité sur ce qui peut arriver dans une vie. Enfin voilà, 3 mois avant de décider de quitter la robe, quoi. Voilà, je me suis dit peut-être qu'en fait le plan hyper rigide que je m'étais prévu n'est pas celui qui va m'arriver. Et peut-être que c'est aussi bien qu'il n'y a pas de mal. Non, mais ce qui est drôle, c'est l'impulsivité, c'est pas forcément facteur de mauvaise décision. Et ça, si vous êtes impulsif, vous pouvez toujours vous reposer sur une étude qui a prouvé très précisément que quand on présente une option, plusieurs options à un couple, on dit voilà, vous devez choisir un appartement et il y en a 3. Vous avez le choix entre 3 appartements. Il y en a un qui a un rapport qualité-prix mais évident, genre c'est un 100 mètres carrés à 900 € dans le centre de Paris, et 2 autres qui sont plus normaux. Vous prenez 2 groupes. Il y en a un qui doit décider immédiatement, on leur montre les 3 appartements, vous décidez tout de suite. Et l'autre groupe, on leur dit prenez votre temps, vous avez une semaine de réflexion et vous dites quel appartement vous voulez. Et en fait, ce qui est très très drôle, c'est que le groupe qui a du temps pour réfléchir prend plus facilement la plus mauvaise décision sur le rapport qualité-prix. Quand on décide impulsivement, on prend la meilleure décision. Et ensuite, ce qui se passe, c'est justement la fameuse, on tente de donner, de rationaliser un choix qui est mauvais. Et souvent, les gens se disent, non, mais là, il y a une affaire louche, genre, c'est trop beau pour être vrai. Celui-là, il y a du cachet. Je pense que c'est peut-être un bon prix finalement, machin. Et en fait, souvent, quand on prend des décisions impulsives, semi-impulsif, parce que 3 mois c'est pas impulsif, hein, bah c'est pas forcément plus mal. Ça je pense aussi. Il faut que les gens réfléchissent en fait à ça, je pense que ça devrait être obligatoire comme enseignement. Déjà il y en a pas à la fac de droit, c'est incroyable, mais un enseignement de rhétorique pour que les gens se disent comment on fait nos choix. Ça c'est hyper important et il y a même pas ça. Bon, est-ce que tu as une source d'inspiration actuellement ? C'est-à-dire, pour être plus précis. Est-ce que tu as une source d'inspiration dans ta vie, quelque chose qui t'inspire ? Ça peut être en ce moment en particulier ou ça peut être quelque chose de plus... Alors, c'est pas... chapeau. Oui, alors j'ai des inspirations, mais qui sont pas forcément, comment dire, dans le monde du droit ou dans le monde professionnel. Je te demande pas de te limiter au monde du droit. Non, en fait, c'est un apport très tardif dans ma vie, qui est celui de la littérature, c'est-à-dire que pendant peut-être les 25 premières années de ma vie, j'avais des lectures. Quand je lisais un livre, je le lisais de manière, un peu comme si j'étais un œil complètement extérieur, comme un étudiant en fait, qui devait lire un livre et essayer de le disséquer pour faire un commentaire composé. Et maintenant, en fait, quand je lis un livre, je comprends ce que l'auteur a voulu dire parce que maintenant qu'on a un certain âge, en fait, les descriptions correspondent à des situations de vie. En fait, je vais expliquer, je vais expliciter. En fait, quand on lit par exemple un livre, mon père me disait toujours, Madame Bovary, quand je devais lire à 17 ans en première, ça m'emmerdait profondément, mais il m'avait toujours dit, tu vas voir, tu vas lire à 30 ans et tu vas comprendre ce que ça veut dire. Et quand je l'ai lu à 30 ans, du coup, j'ai fait, oui, en fait, je comprends, c'est une femme qui s'ennuie parce que elle se rend compte à un certain âge que elle n'est pas spéciale. Et ça, c'est la grande leçon de la vie, c'est que quand on arrive à 30 ans, on se rend compte souvent qu'on n'est pas spécial, qu'on n'est pas voué forcément à de très grandes choses, donc faut voir comment on se gère. Et si on veut avoir des grandes choses, on peut les atteindre, il faut juste se donner le temps. Donc la littérature, c'est une source d'inspiration, et surtout dans la littérature, il y a 2 auteurs que j'aime énormément, c'est Kundera, parce que Kundera, il y a une grande idée qui développe dans l'insoutenable légèreté de l'être, c'est que la vie est une succession de hasards, et ça je pense que beaucoup d'avocats peuvent s'en inspirer
pour se dire qu'il faut aussi saisir des opportunités, il faut aussi comprendre que il y a beaucoup de choses qui sont liées un peu plus au hasard qu'autre chose. Et il y a Philippe Roth. J'adore. Parce que, voilà, alors Philippe Roth, pourquoi j'aime beaucoup cet auteur, c'est que que ça soit dans La Tâche ou dans Pastorale américaine ou aussi dans un livre qui est un peu moins connu qui s'appelle Un homme, tout simplement. Il y a quelque chose qui décrit assez bien, c'est l'inauthenticité des relations humaines et le fait que, en fait, les gens se racontent des histoires. Et c'est souvent quand je parle des avocats qui soit quittent, soit viennent, soit restent et qui disent c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie parce que j'ai la vocation avec un grand A. Souvent en fait les gens se racontent des histoires et essayent de retranscrire leur vie à partir des histoires qu'ils se sont racontées. Et ça c'est très vrai. Et donc il faut essayer de sortir de ça. Et donc ça, moi je conseille vraiment de lire maintenant. Aujourd'hui ce genre d'auteur, et c'est encore plus précieux parce que quand on est avocat ou quand on fait autre chose, on a moins le temps pour lire, et en fait lire c'est plus précieux maintenant que ça l'était autrefois. Quelle est ta dernière joie? La dernière joie, en fait c'est assez rigolo, c'est quand le téléphone sonne, maintenant je suis heureux. En fait, quand le téléphone sonne, quand on est... Alors, je pense que chaque avocat a eu ça dans son bureau. C'est la sonnerie de téléphone dans un bureau d'avocat et toujours un truc d'un son strident comme les sonneries pendant les exercices de bombardement, quoi. Et on se dit, ça va être quelqu'un... Et en fait, à chaque fois que le téléphone sonnait, je me dis, quelqu'un va encore... Oui, non, mais quand j'étais en stage final, j'étais parfois réveillé de la nuit, je pensais entendre la sonnerie du téléphone. Et maintenant, quand les gens me téléphonent, que ça soit pour tout et n'importe quoi, que ça soit des nouveaux clients, des nouveaux trucs, je suis content de répondre. Et j'ai plus de peur de répondre au téléphone, comme c'était le cas avant. Et en fait, c'est des petites joies du quotidien, bêtes et méchantes. Mais c'est vrai que... Donc ta dernière joie, c'est ta dernière sonnerie de téléphone où tu t'es dit, ça va être un truc chouette. Non mais en fait, c'est de me rendre compte que vraiment, je me suis rendu compte assez récemment. J'ai quitté la profession d'avocat il y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que j'ai fait mon omission en juin dernier. Donc techniquement, mais de me rendre compte que depuis quelques mois, quand les mails arrivent, je suis content. C'est-à-dire que je suis impatient en fait d'aller vers de nouveaux projets, ce qui avant n'est pas forcément le truc. C'est-à-dire qu'on a tous eu cette angoisse à 18h quand on est collab de se dire là je suis dans le money time, j'ai plus rien à faire. Je peux pas encore partir parce que je fais du présentéisme, parce que je suis idiot, mais je sais qu'il y a potentiellement un directeur juridique qui va se réveiller en disant Hey, Charles, ça dirait de me faire pour demain une consultation sur ce sujet que tu ne maîtrises absolument pas, et là c'est très angoissant. Non, vraiment, c'est de se dire que des trucs bêtes comme un coup de téléphone n'est plus une angoisse, ça c'est une petite joie quand même. Et qu'est-ce que tu as fait de ta robe? Je l'ai gardé. Ça, alors je l'ai gardé. Je fais quelque chose. Je crois que je sais pas si c'est légal, mais c'est pas très grave. Dénoncez-moi. C'est que parfois, quand j'ai des étudiants, je fais des simulations de procès, je leur prête la robe pour qu'ils voient ce que ça fait, parce que c'est pas rien. Vraiment, quand on la met pour la première fois, c'est pas rien. Je pourrais te prêter la mienne pour que tu en mettes plusieurs dans des fausses robes, enfin dans des robes. Non, mais oui, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est assez. C'est assez sympa de les voir s'émerveiller. Alors forcément moi je me dis s'ils savaient à quel point voilà, mais c'est assez marrant de voir quand ils ont 19, 20, 21 ans et ils mettent ça pour la première fois, ils font c'est merveilleux, c'est génial, je veux faire ça toute ma vie. Je fais oui, du calme, parce que tu vas voir dans 10 ans elle sera élimée, tu sais pas ce que t'as fait dedans, enfin voilà, c'est des trucs, elles vont voilà. Tu les renverras vers ton interview dans Fleur d'avocat pour leur dire du calme et les raisons pour lesquelles je te dis du calme sur cette interview. Non, alors juste pour être sérieux 2 minutes, le but c'est pas de décourager les gens à devenir avocat. Non, c'est pas du tout l'objectif de Fleur d'avocat. Non, mais c'est comme, c'est comme un médecin qui ferait une obligation d'information aux patients. Ça veut dire, voilà les risques graves et normalement prévisibles, mais ça peut très bien se passer. Je pense qu'il y a des gens qui sont très épanouis dans la profession d'avocat et les gens qui sont avocats et qui sont heureux et dont c'est la vocation, je les admire profondément. Et ça, il y a vraiment, quand je vois ce que les avocats ont réussi à accomplir en comparution immédiate dans le cadre de la réforme des retraites avec la défense à 200%, je suis assez admiratif. Vraiment ça je trouve ça merveilleux, je trouve ça en plus je suis complètement solidaire de leur combat.
et tout ce qui est accomplissement dans les droits de l'homme et ce qui aide à faire de ce pays un endroit supportable, c'est génial. Vraiment, vous pouvez faire des trucs géniaux dans la profession d'avocat. C'est ce qui est le plus beau, pour le coup, c'est l'une des meilleures représentations de l'avocat dans le cinéma. C'est dans Philadelphia, on interroge Tom Hanks à la barre, on lui dit pour vous qu'est-ce que c'est le droit, il dit le droit, parfois c'est d'avoir le sentiment très rare, mais qui existe à des moments très précis, d'avoir le sentiment d'avoir participé à la justice, d'avoir fait en sorte que la justice soit rendue. Et quand il y a des avocats qui arrivent à faire ça, c'est génial. Donc vous pouvez vraiment être très heureux dans cette profession, mais il faut apprendre plein de choses. Et malheureusement, c'est des choses que vous apprenez pas à l'université et pas dans les livres. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être heureux dans cette profession. Exactement. Et vous pouvez aussi décider de la quitter. Et on peut être heureux partout. On peut être heureux partout. Ça aussi, faut jamais se fermer une porte dans la vie. Ça sera la pire erreur à faire. Merci beaucoup, Charles. Merci.